Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Salut Mehdi et le Canafi, salut tout le monde. Bah ça va bien. Toi ça bah écoute, tu poses la question pas trop, petite crève mais rapide. Pas de nez bouché. Me contamine pas s'il te plaît. Au moins, bah là du coup petite pièce fermée, on verra bien, hein, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour ça. Au programme de cette émission, nous allons nous plonger dans la VR, hein, beaucoup d'actu autour de la réalité virtuelle. Hein. Dernièrement, il y a eu Sony, Meta. Nico, tu vas tout nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission, on va se pencher sur un sujet tout aussi méta. Pas du tout. Vous allez voir, on va parler d'un jeu de voiture, un jeu de rallye, c'est Dakar Desert Rally. Vous retrouvez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission 54, dans laquelle, en fait, pour les 25 ans du meilleur Final Fantasy, nous vous parlions de First Soldier, le Battle Royale mobile, estampillé FF7. Eh bien, la nouvelle est tombée, le jeu va déjà fermer ses portes, hein, le 11 janvier 2023, le début de l'année prochaine. Donc avec un lancement au 17 novembre, la durée de vie du projet monte à un petit peu plus d'un an. À ce jour, ça fait 11 mois. C'est peu, en fait. C'est très très peu. Ouais, c'est le dernier soldat tombé au champ de bataille de ces jeux live, service, machin, BR. C'est un peu l'hécatombe, hein. Donc après, comme on dit, t'en lâches 5 en espérant qu'il y en ait un qui marche, donc... Ils ont essayé de nous promettre quelque chose, hein. Ce First Soldier, c'était un jeu qui était canon au niveau du scénario. C'était 30 ans après l'épisode FF7. Mais bon, le postulat n'a pas été suffisant. Faire des free-to-play, finalement, c'est pas si simple. Et Square Enix se casse plutôt les dents en ce moment. Il y a le Babylon's Fall par Platinum qui a arrêté de servir. Marvel's Avengers, qui n'est pas un free-to-play, mais un game as a service. Donc, une typologie de jeu qu'on peut sembler très fructueuse, mais pas si simple à faire, qui était par Crystal Dynamics. Deux studios, Platinum et Crystal Dynamics, qui n'étaient pas, en fait, préposés à le faire. Et finalement, Square Enix remarque avec le temps que finalement, il faut peut-être... c'est pas si facile, quoi. Ouais, je me demande s'ils ont une liste avec genre au bout de tant de projets on arrête d'essayer ou s'ils continueront malgré tout. En tout cas, on voit qu'ils débranchent assez rapidement. Que là, on avait évoqué dans un Red Alert l'importance des lancements. Là, un petit peu comme Stadia aussi, c'est quand tu vois que la dynamique elle est pas là. Il y a des contre-exemples, hein, certains jeux, certains phénomènes ont réussi à redresser la barre. Alors, c'est pas le cas de First Soldier. Ouais, mais comme tu parlais de Stadia, c'est vrai que c'est un peu vraiment l'hécatombe de tous ces services qui nécessite un suivi constant, des investissements constants, et si t'as pas la grosse manne d'argent qui rentre tous les mois, tu vois que c'est intenable en fait, ne serait-ce que sur le très court terme en fait. Donc le live, le free-to-play, le game as a service, tout ça, c'est peut-être pas des Eldorado, mais est-ce que la VR est un Eldorado? Ah là, je m'y attendais pas. C'est beau. Je te voyais sans fiche à la main me regardant. C'est beau ce qui se passe. Oui, effectivement, parce que l'actu s'est ravivée récemment au sujet de la réalité virtuelle dans le domaine du jeu vidéo. On va vraiment se cantonner dans le domaine du jeu vidéo. Parce que cette semaine, on a eu droit à la conférence MetaConnect 2022 sur le sujet. Et cet été, on a aussi Sony qui a multiplié les prises de parole autour de son futur PSVR 2 et a même permis à certains privilégiés de mettre la main sur l'appareil, ou la tête dans l'appareil. Et donc ça me paraissait être un bon moment pour faire un petit état des lieux de la VR. Donc avant une année 2023 qui, à mon sens, pourrait être charnière pour la techno. Et voilà, si vous n'êtes pas du tout féru de VR, sera peut-être l'occasion de voir comment ça se passe et peut-être de vous aiguiller pour un achat futur, on va voir. Donc juste un petit historique rapide quand même, parce que ça va faire plaisir. Donc rappelez-vous, après les expérimentations qu'on a connues dans les années 80-90 avec tu remontes ces vieux casques Mega Drive, mais ça va aller très vite. La VR a refait parler d'elle en fait en 2012 avec la levée de fonds spectaculaire qui avait connu le casque Oculus Rift sur Kickstarter, je sais pas si tu t'en souviens. Et donc ils avaient levé à cette occasion 2,5 millions de dollars, voilà, donc c'est autant que nous sur Kickstarter à peu près, je pense. Non, c'est énorme, mais aujourd'hui pas grand-chose. Comme tu vois l'évolution, c'est énorme, 2 millions. Mais... Ouais, mais Kickstarter, c'est jamais, ça reste dans le top, je pense, dans un top pas mal. Attends, Shenmue, il avait levé combien? C'était pas 4 millions, je sais plus. Attends, excuse-moi, Shenmue 3 qui lève 2 fois plus qu'un casque de réalité, quand même. Mais oui, il y avait Suzuki qui était connu pour ça, mais là, la société est représentée par Palmer Luckey, qui était la figure de proue vraiment de Oculus VR. Et après, quand donc son Kickstarter s'est validé, qu'il a lancé sa boîte, il s'était même attaché les services de John Carmack en tant que directeur technique pour évangéliser autour de la techno. Donc Carmack est un true believer de la VR, donc le co-créateur de Doom qui bossait chez id Software, on s'en souvient là-dessus. Ça marche tellement en fait que ça attire l'attention de Facebook parce qu'en 2014, Oculus est racheté par Facebook pour 2 milliards de dollars. Donc là, t'as vu l'inflation un petit peu, hein, ça Startup Nation, ça va vite, quoi. Et donc, depuis, l'entreprise de Zuckerberg a pris le nom de Meta et a mis le casque de réalité virtuelle, donc notamment en bonne place dans sa stratégie commerciale future. On y reviendra aussi tout à l'heure.
Donc voilà pour l'historique, l'état des lieux en termes d'offres actuelles. Donc là, je vais essayer de simplifier un petit peu parce qu'il y a plein de casques, plein de constructeurs. C'est un peu comme les téléphones, il y a chacun sa paroisse là-dessus. Mais il me semble qu'après toutes ces années, maintenant que la poussière commence un peu à retomber, il y a quand même 4 acteurs majeurs qui semblent aujourd'hui un peu se détacher. Donc on a Meta, je l'ai dit, avec 2 gammes, la gamme Meta Quest et la gamme Meta Rift. Donc là-dessus, un qui est une approche plus grand public et autonome, l'autre qui vise un public un peu plus gamer, un peu plus fortuné. On a ensuite HTC Vive, où aujourd'hui ça s'appelle Vive tout court, Okay. qui propose là aussi 2 types de gammes. Donc la gamme Cosmos, donc là aussi grand public, entre 500 et 800 euros, et une gamme Pro entre 1000 et 1300 euros, donc un peu plus là aussi pour ceux qui ont de la thune. Ça reste onéreux, même en entrée de gamme. Ouais, c'est une techno de toute façon qui est pas donnée non plus. Donc on a ensuite Valve Index, donc là Valve qui était parti en faire cavalier seul, et le Valve Index il propose aujourd'hui un kit complet, ce qu'ils appellent à 1079 euros. Donc ça comprend évidemment le casque, les manettes, un jeu même, donc Half-Life Alyx qui est offert. Donc là on voit vraiment que ça vise quand même un public pointu, vraiment désireux de vivre l'expérience réalité virtuelle dans le top du top de ce qui se fait aujourd'hui. Et enfin on a donc Sony avec le PSVR 1, donc le casque qu'on connaît aujourd'hui, qui avait été lancé en 2016, ça fait un moment quand même déjà, et au prix de 400 euros, donc là-dessus ça n'a pas bougé non plus. Le grand public. Ça vise le grand public. Donc, je l'ai dit, on a quand même d'autres constructeurs sur le coup. On a par exemple, hier, je crois, à l'heure où on enregistre, on a le fabricant chinois Pico qui a annoncé son modèle, le Pico 4. Donc là, il est vraiment pensé comme un concurrent pour le Quest. Donc, un masque autonome avec un prix de 430 euros. Il est juste un tout petit peu moins cher que le Quest. Donc, on voit, voilà, que en ce moment, le Quest, c'est l'adversaire à battre. Le MetaQuest 2, c'est le casque qui recueille vraiment aujourd'hui les suffrages quand on se renseigne un petit peu sur le sujet. Donc c'est pas le plus performant loin de là, mais celui qui propose le prix d'entrée de gamme correct, et avec en plus le fait qu'il soit autonome et sans câble, ça permet une expérience qui est plutôt facilitée. Et si bien d'ailleurs qu'il a atteint aujourd'hui les 17 millions d'unités vendues. Quand même. Ce qui est quand même pas dégueulasse, donc ça en fait le leader du marché. Le PSVR 1 c'est 5 millions, donc on voit quand même que là il y a eu un joli petit succès quoi. Avec le temps, je l'ai dit aussi, en fait, il y a des choix techno qui semblent s'imposer sur les casques. Au début, chacun avait un petit peu sa stratégie, sa façon d'imaginer les choses et d'apporter ses propres solutions. Okay. Et comme souvent, le mec qui réussit le mieux, il se voit copier par les autres. Un petit peu comme le PSVR au niveau du form factor, qui a vraiment un aspect plutôt confortable et bien pensé, qui semble aussi la faire école. Mais on a aujourd'hui une standardisation par exemple des caméras en fait que tu mets à l'avant du casque, qui permettra de détecter ta présence dans une pièce. Au début, c'était pas forcément le cas. On se rappelle que le PSVR 1, fallait mettre une caméra en dessous de ta télé pour être détecté, ce qui rajoute du matos, ce qui rajoute quelque chose, donc c'est contraignant. Il y a plusieurs années, il en fallait même plusieurs. Ouais. Et donc ces caméras, ça devient le standard, même si on a toujours Steam, Valve, donc qui reste avec ce qu'ils appellent des stations de base. Ça ressemble un peu à des petites enceintes Bluetooth en fait que tu vas mettre dans une pièce à 2 endroits stratégiques et qui vont un peu mapper la pièce pour pouvoir te détecter là-dedans. Donc, c'est ce qui se fait de plus précis et de plus pointu aujourd'hui, mais c'est cher. Donc le prix est un peu plus élevé. On a aussi ces contrôleurs. Alors là, c'est compliqué à les décrire, mais vous savez les sortes de manches qu'on tient dans chaque main. Et on a souvent un arceau en fait autour qui là permettra de détecter le mouvement des doigts directement. Des espèces de poignées. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui on a des jeux, tu détectes en fait si tu lèves tes doigts de l'objet ou quoi, donc ça peut permettre de devenir des éléments de gameplay. Ouais. Et là, ce que le PSVR 1 par exemple ne faisait pas du tout à l'époque quoi. Parce que t'as une partie en plastique qui passe par-dessus les phalanges, qui vont peut-être détecter, alors je sais pas si c'est ça qui détecte, mais... C'est exactement ça. Et on voit que maintenant, on va même avoir l'évolution à venir, c'est des caméras sur les contrôleurs qui vont détecter tes doigts sans le besoin de l'arceau, quoi. Ok. On a aussi la question du câble, pas câble, qui se pose encore aujourd'hui. On voit que Sony avec le PSVR 2, ils font le choix d'avoir un seul câble, donc ça reste contraignant, mais ça va, on est loin des galères du premier casque. Mais voilà, certains constructeurs font des appareils autonomes, mais forcément, t'as les limites en termes d'autonomie, en termes de poids et en termes de performance, qui viennent un peu limiter ta marge de manœuvre là-dessus. Donc ça, c'est encore un petit peu ce qui est à discuter, quoi. Et la dernière convergence un petit peu, c'est qu'on voit aussi des casques, ils sont ce qu'on appelle de réalité mixte aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que ça va mélanger réalité virtuelle et réalité augmentée. Au début, c'était 2 technos qui vivaient un peu leur vie séparément. Oui. Mais vu qu'aujourd'hui, les casques, ils ont des caméras en façade, ça permet d'avoir la réalité augmentée aussi pour pouvoir mettre en scène, par exemple, ta pièce de vie, là où tu as ton casque, et faire interagir des éléments là-dessus. Donc, on voit que ça devient là aussi une norme
Donc au niveau des annonces récentes, au niveau de l'actu, là-dessus, donc on va se concentrer sur 2 acteurs. D'abord Meta, donc qui a tenu sa petite conf. Alors la première news qui avait fait un peu plaisir, c'était que tu n'auras plus besoin d'utiliser un compte Facebook pour pouvoir te connecter à ton compte Meta en fait, ce qui avait un peu chagriné les gens, parce que voilà, donc t'étais obligé de te créer un compte Facebook si tu n'en avais pas pour te connecter. Une moins bonne nouvelle, c'est que le MetaQuest 2 a vu son augmentation de prix de 100 € qui a eu lieu fin juillet. Donc aujourd'hui, l'entrée de gamme il est à 450 €, le modèle supérieur à 550 €. Ça joue sur la capacité du disque dur, l'évolution du prix. Donc 100 balles d'augmentation quand même. Bon, on sait qu'on est dans une période où il y a des pénuries et donc le matos augmente. On se rappelle les 50 € de la PS5. Là, 100 € sur un produit à 450 €, je trouve que c'est quand même pas négligeable du tout. C'est clair. Mais ils l'ont dit eux-mêmes en fait, c'est que ça leur coûte plus cher à produire. Donc c'est un peu comme nous avec le papier et les bouquins quoi. On a eu donc cette MetaConnect et le cœur du projet, c'était l'annonce du modèle Quest Pro. Donc là, c'est pas le modèle Quest au grand public, c'est vraiment le modèle à destination des professionnels, des entreprises. Et ça coûte 1800 €. Donc on voit que voilà, quand tu taxes les entreprises, c'est plus compliqué. Et donc vraiment là, je l'ai dit, c'est lui par exemple qui dévoile les caméras au niveau des contrôleurs et tout. C'est le top. Qui fait vraiment réalité mixte et tout. Là, il vise vraiment un usage un peu comme HoloLens chez Microsoft, tu vois, qui lui est exclusivement réalité augmentée. Ouais, voilà. Mais ça vise un usage vraiment professionnel, c'est pas du tout à destination des joueurs, quoi. Oui, parce que l'HoloLens, en public, ils ont lâché l'affaire, je crois. Enfin, c'est uniquement, comme tu dis, pro. J'ai pas l'impression qu'ils ont je pense même qu'ils n'ont jamais proposé au public l'objet. Non, mais exactement, ça n'a jamais été proposé au public, mais ils avaient l'ambition, à l'époque, au moins d'en faire un usage mixte professionnel et public. Et pour l'instant, c'est plus d'actualité, a priori. Ah ouais, carrément, ok. Alors, à l'occasion de cette conf, Meta a aussi annoncé le rachat des studios Camouflage, donc il a fait Iron Man VR, notamment sur PSVR 2, et du coup, le jeu va arriver chez Meta. Que t'avais kiffé. Qui était plutôt sympa, même si moche, mais plutôt fun. Donc, on a aussi le rachat du studio Twisted Pixel, donc qui a fait le jeu Wilson Hearts, ou le rachat du studio Armature qu'on connaît pour le Resident Evil 4 en VR, dont Patrick Helio nous en dit beaucoup de bien dans un podcast à venir. Ce mois-ci, dans quelques jours. Ouais, et ça se rajoute donc à la liste des studios déjà possédés par Meta, à savoir Beat Games, Ready at Dawn et Sanzaru Games. Donc on voit, il commence à se constituer un petit pôle de studios de jeux en interne, ce qui est cool pour alimenter évidemment ton casque à venir, quoi. Et la dernière annonce, c'est la dispo d'une appli Xbox Cloud Gaming. Donc c'est comme Doom maintenant, Xbox, il va être dispo partout. Et donc là, tu pourras jouer au Game Pass avec ton casque, sur un écran 2D évidemment simulé dans ton casque. Bon, l'intérêt, il est pas évidemment super ouf, mais on voit que même Microsoft, dès qu'ils peuvent s'infiltrer quelque part... Ouais. J'ai du mal à voir l'intérêt, à comprendre pourquoi... C'est pour jouer en mode 2D comme un écran de cinéma. Je pense Facebook, ça ajoute le soutien de Microsoft. C'est juste symbolique en fait, plus qu'autre chose. Et Microsoft, ça permet d'avoir quelques mecs peut-être qui vont s'abonner via ce service. Je pense que, je sais pas si... Est-ce que c'est pas aussi par rapport à Sony, parce qu'on va le voir, Meta et Sony, c'est un petit peu... ceux qui sont en concurrence sur le secteur du masque grand public aujourd'hui. Est-ce que c'est pas pour faire un petit tacle à la concurrence? C'est possible. Donc du côté de Sony, on a eu plusieurs annonces, notamment que le constructeur envisageait la production de 2 millions de casques PSVR 2 d'ici mars 2023, donc apparemment la production a déjà commencé, et ça démontre quand même des grandes ambitions pour la marque, parce que j'ai dit, le PSVR 1 c'est 5 millions sur toute sa vie, donc là 2 millions pour le lancement, on voit qu'ils pensent que ça va fonctionner, donc ils sont plutôt confiants, quoi. La mauvaise nouvelle là aussi, c'est que les jeux PSVR 1 donc, ne seront pas compatibles avec le PSVR 2 nativement. Ça, c'est un peu abusé, mais apparemment, il y a des contraintes technologiques qui viennent expliquer ça. On peut espérer qu'il y ait des mises à jour qui soient proposées par chaque éditeur pour permettre cette compatibilité. Après, mise à jour gratuite ou pas, ça c'est la grande question avec Sony, donc on verra ce que ça donne. Moi, ça serait quand même dommage parce que j'avais peut-être une petite dizaine de jeux que justement je comptais pouvoir essayer éventuellement sur un PSVR 2, peut-être pour en profiter dans des versions plus abouties. Et ça serait cool qu'ils permettent d'avoir cette transition qui se fasse, parce que bon, quand t'as 5 millions un peu d'early adopters, c'est cool de les chouchouter un petit peu plutôt que de les laisser sur le côté de la route, quoi. Ensuite, je l'ai dit, il y a eu ces prises en main, donc ces previews du casque par certains journalistes qui étaient plutôt encourageantes, donc la techno a l'air assez performante. Donc grosso modo, t'as ces nouvelles manettes qui s'appellent les Sense, donc t'as avec des vibrations haptiques aussi dans les manettes et dans le casque. T'as le suivi oculaire et le rendu fovéal, donc ça c'est le nouveau cool dans la VR. Donc c'est que le casque va suivre un peu là où regarde ton œil pour pouvoir optimiser les ressources sur ce point-là
et quitte à délaisser un petit peu les environs, mais bon, ton œil le verra pas, donc on s'en fout. T'as le combo lentille en 4K HDR, donc là-dessus, ça conserve aussi le confort et le design du casque caractéristique. Donc là, on a l'impression que pour une fois, quand on va voir des vidéos de jeux en VR, c'est exactement ce qu'on aura dans le casque, ce qui était quand même pas du tout le cas avant, et c'était vraiment, je pense, qui était encore un petit peu limitant sur le PSVR 1, c'était vraiment l'aspect, t'as l'impression de jouer à des jeux PS3, voire PS2 parfois, donc c'était un petit peu dommage. Reste 2 questions, hein, le prix et la date de mise en vente. L'argent encore. Voilà, toujours, hein, donc on sait pas encore. Si je devais miser, je parierais sur Mars et 500 €. Je pense que là-dessus, on sera quand même au-dessus du prix du casque du première génération. Ouais. Il y a quand même plus de techno embarqué. Ouais. Il y a les manettes qui seront fournies avec, donc 500 balles. Ça me paraît pas déconnant. Je suis assez d'accord et je pense même moi que l'augmentation de prix de la PS5 a un rapport avec ça pour justement pas que l'outil VR soit plus cher qu'une console. Je pense que psychologiquement c'est dur pour un consommateur, un joueur, d'arriver de dire moi mon appendice, parce que de toute façon tu peux pas jouer au PSVR 2 sans console, mon appendice va coûter plus cher que la console de base. Je pense qu'il y a une espèce de frein, et je trouverais pas ça déconnant qu'il y ait un rapport en fait. Ça serait fourbe, hein. C'est vrai que là sur la génération précédente, le casque et la console coûtaient la même chose, hein. Mais c'est vrai qu'avec ces 2 modèles sur PS5, on aurait la à 500 €. La console en démat serait moins chère que le casque, donc bon, c'est vrai que ça peut gêner un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a toute l'histoire du nouveau modèle de PS5 qui fausse un petit peu la donne. Alors niveau jeu, la VR aujourd'hui possède quand même quelques titres de qualité, hein. Il y a peut-être certaines killer apps, on va dire, mais c'est pas encore non plus là où t'as les plus gros blockbusters qui se bousculent. Alors en vrac, on va se citer Beat Saber, Resident Evil 4 en VR, Half-Life Alyx. On a Moss aussi qui est plutôt sympa, The Climb par Crytek, un jeu d'escalade. Super Hot, Lone Echo, voilà, donc il y a quand même quelques expériences aujourd'hui qui se détachent. Même si tous les jeux que t'as cités ne sont pas jouables partout. Ouais. RE4, Alyx, tout ça. Il y a des histoires d'exclus aussi. Ouais. On voit que Valve sont beaucoup moins, tu vois, on parle d'une version Half-Life Alyx sur PSVR 2 parce que pour eux, le but c'est de faire apprécier la VR, connaître et apprécier la VR. Et quand il y aura un marché qui sera suffisamment mûr, là on pourra se battre pour les exclus. J'ai pas l'impression que Sony et Meta soient sur cette même longueur d'onde, on va y revenir là-dessus. J'attends de voir. Oui. Moi, tant que Alyx il est pas sur PSVR 2, j'y crois pas, parce que le côté évangélisé, on se serre la main parce que l'important c'est de faire connaître la techno. Ils sont quand même financés, ils ont quand même un casque propriétaire. C'est un monde, c'est intéressant, je trouve, comme techno. Ouais, mais après, comme j'ai dit, Valve il vise vraiment une clientèle particulière, plus âgée, qui a plus de thunes. C'est vrai que ça m'étonnerait pas en tout cas que ça se fasse. Ça serait cool. À voir. Moi j'avais un petit coup de cœur perso, alors c'est vraiment un jeu qui est très limité aujourd'hui, je pense que les gros fans de VR vont me dire ton jeu il est gentil mais c'est pas ouf. C'est le Batman Arkham VR que j'avais trouvé ultra sympa et que j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Alors ça se fait en 1h30, c'est vraiment plus une expérience qu'un gros jeu, mais si vous êtes fan de l'univers de Batman Arkham, je vous le conseille parce que j'avais trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, on a aussi des modes VR qui apparaissent dans nos jeux, donc ça aussi ça commence à se multiplier un petit peu. On a eu RE7 il y a quelques temps, en attendant RE8 avec sa mise à jour prochaine. On a No Man's Sky aussi qui fait ça, Flight Simulator, Res Infinite, Tetris Effect, on a Sumper et même Skyrim aujourd'hui. La VR ça peut devenir aussi un mode de jeu pour rajouter une composante cool à ton délire, donc pourquoi pas. Et voilà, donc maintenant on attend quand même 2023, on attend les grosses cartouches comme Horizon Call of the Mountain. Le RE4 Remake aussi qui aura, alors c'est pas encore clair, mais des sections en VR, donc ça sera a priori peut-être pas tout le jeu que tu pourras faire. On va voir comment ça se passe. Et aussi Firmament, un jeu qui m'a un petit peu fait de l'œil, c'est fait par les créateurs de Myst. Alors ils sont passés par un Kickstarter aussi, et c'est censé arriver sur le PSVR 2 aussi entre autres, donc ça a l'air plutôt sympa. En tout cas une projection VR d'un jeu Myst-like, ça a l'air de fonctionner trop bien. Carrément. Donc on voit que le marché, il est encore en phase de transition. On a vraiment chaque constructeur qui a plusieurs gammes. On a le modèle professionnel, on l'a dit avec Meta ou même HoloLens, même si c'est pas de la VR. On a les modèles grand public, comme avec Valve Steam qui va pas hésiter à faire augmenter les prix. Et on a ce domaine grand public où on a notamment Meta et Sony qui se disputent un petit peu. Alors là, on a le MetaQuest qui a vraiment l'approche la plus friendly, on va dire, avec un prix plancher et puis surtout sa techno sans fil qui permet de rendre, t'as pas besoin d'autres appareils pour le faire tourner en fait, il suffit juste de brancher ton casque, de l'allumer, c'est parti quoi. Et là le but c'est vraiment chercher à démocratiser en fait, faire entrer la VR dans les foyers, et ça passe par faire d'abord essayer la technologie à quelqu'un, pour que voilà, une fois convaincu, il puisse lui aussi évangéliser derrière.
On sait que le PSVR, lui, c'était quand même plutôt un bon compromis en termes de performance et de prix, et le 2 a l'air aussi d'aller dans ce sens-là. C'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc voilà, on sait que Sony a cette capacité aussi de production en masse et tout, et donc de faire un peu lisser ses coûts. Mais là, ils ont ouvert les usines parce qu'ils prévoient 30 millions de PS5 à produire, plus 2 millions de PSVR. Ça y est, après 3 ans de galère, là. Ils ont ouvert les usines en même temps, ils ont, tu sais, avec le petit ciseau là, tic, c'est bon, on va tout balancer d'un coup, là. Donc on sait que c'est quand même des enjeux importants parce que Sony, on aurait pu penser qu'après le VR1, ils auraient lâché l'affaire et tout. On voit que non, ils persistent, et ils ont même des studios qui sont dédiés à cette technologie en interne maintenant, qu'ils ont a priori le souhait de décliner leur grosse licence aussi là-dessus. Donc on voit que ils y croient toujours. Et puis on a surtout Meta, on l'a dit, qui voit vraiment le futur de l'entreprise dans le fameux métavers, donc chez Zuckerberg, et le casque de réalité virtuelle serait vraiment le cheval de Troie pour initier à cette techno. Donc pour eux, l'investissement, c'est quelque chose de central, et donc ils laisseront pas l'affaire, ils vont investir beaucoup. Donc on peut presque se dire, tant que Meta y croit, finalement le marché continuera à s'alimenter. À voir combien de temps ça peut durer. On sait que chez les grands de la tech, tu peux du jour au lendemain bazarder tout d'un revers de bras, donc c'est un peu compliqué. Donc on parlait des jeux aussi, la question des exclus va devenir cruciale, parce que tout le monde n'est pas Valve en voulant être sympa et proposer ton jeu partout. Là, on voit que Meta rachète des studios, donc ça commence à devenir un petit peu la guéguerre. Et comme tu vois sur les consoles de jeux traditionnelles, là, les exclus deviendront aussi le nerf de la guerre, j'imagine. Donc on a quand même des studios aujourd'hui indés qui sont un peu des stars de la VR. Et c'est Yoshida, donc chouchou de Sony, qui disait que ce sont justement les studios indés qui vont faire le succès de la VR, et donc ça devient un peu là-dessus la course à celui qui en aura le plus, qui aura les plus performants dans son camp. Parce que pour l'instant, les gros éditeurs, ceux qu'on connaît, ceux qu'on apprécie habituellement, ils sont pas encore forcément dessus. C'est vrai que on a Capcom qui propose de la VR dans ses jeux classiques, donc ça c'est plutôt cool, mais on n'a pas encore de gros jeux annoncés par ces éditeurs-là. Donc des débuts timides, mais il faudra vite que le marché sorte de ces expériences un petit peu sympa, rigolotes, pour proposer des vrais jeux, pour que la VR puisse vraiment s'établir. Ce qui peut se comprendre, parce que tu l'as parlé tout à l'heure des modes de jeu VR, là où les studios justement vont investir un petit peu d'argent pour proposer un truc en plus, vu le parc installé qui est assez faible, tu vas pas demander à un studio, allez, croyez en nous, sortez-nous. Ouais, mais c'est toujours le cercle vicieux, c'est-à-dire que si les jeux n'arrivent pas, le marché ne va pas grossir non plus, donc c'est bien toujours... sûr. Mais je pense qu'il faut pas attendre des tiers, là où justement Capcom, qui est un tiers, lui a été vraiment force de proposition. Ubisoft est toujours là, et pour le coup, même Ubisoft avait un petit peu levé le pied là-dessus. Là, que ça soit Meta ou que ça soit Sony, c'est aux studios propriétaires first party de mettre l'argent, c'est leur techno, c'est à eux de montrer. La Walix, c'est pour ça que Valve a fait le taf, quoi. Ouais, c'est vrai que chacun est dans son rôle, et donc là-dessus, faut laisser faire les choses. En tout cas, je pense que la VR peut devenir vraiment un aspect du jeu vidéo non négligeable. Pas un futur où on sera tous avec le casque et le jeu traditionnel n'existera plus, ça j'y crois pas, mais vraiment quelque chose qui soit capable de perdurer et d'apporter une plus-value, comme on avait eu peut-être le motion gaming à l'époque, même si ça s'était éteint quelque part. Je vois que t'es déjà blasé, mais tu vas nous en dire plus juste après. Mais il reste quand même ce plafond de verre à éclater, mais on voit que le Quest a vraiment apporté énormément, donc avec ses, j'ai dit 17 millions je crois de ventes. En tout cas, juste on en reparlera, mais est-ce que l'année 2023 sera pas l'année de la VR peut-être? Je mets une petite pièce dessus. Déjà. Pas comme confirmation, mais comme nouvelle étape un peu franchie. Parce que l'année de la VR, on n'entend pas ça depuis 5-7 ans, c'est cette année. Après, le fait d'avoir un masque qui sort développé par Sony, c'est quand même une étape pas négligeable. Tu vois. Et le second et le premier, ça date il y a plusieurs années. Donc, il y a plusieurs. Alors vraiment, la VR, c'est un Eldorado de technophiles et d'investisseurs. Les technophiles, parce qu'ils ont cette envie, j'ai l'impression, de vraiment être plongés dans leur expérience et d'atteindre une nouvelle façon de consommer, que ça soit différents médias et le jeu vidéo en l'occurrence. Et t'as aussi le fantasme des constructeurs de trouver un nouveau levier à tirer en disant je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier et je vais pouvoir croire en la VR comme un nouveau levier de croissance. Et si ça devient l'Eldorado, j'étais là parmi les premiers, quoi. Exactement. Après, Meta, Zuckerberg, tout ça, j'ai l'impression que lui, ce qu'il escompte et ce qu'il espère, c'est vraiment que demain, tout le monde va pouvoir consommer de la VR dans son foyer. Et ça, je pense qu'on en est à, je sais pas des dizaines d'années, mais jamais de la vie. Je pense que c'est pour, en tout cas, 2023. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont montré une version actualisée de leur métavers, parce que tout le monde se foutait de leur gueule, parce que c'était moche et tout. Là, t'as des avatars un peu plus jolis, qui ont des jambes et tout, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai vu des commentaires passer qui me semblent assez justes, mais même si méchants, c'est que t'as l'impression que ils s'investissent et ils croient à leur métavers, et c'est les seuls, en fait. Ils sont là à s'exciter dans leur coin, et tout le monde est là en mode dubitatif à côté.
Donc, c'est plus de, je crois, 10 milliards d'investissements annuels dans le métavers de la part de Zuckerberg et Facebook, enfin Meta. C'est gigantesque. Après, c'est vrai que la VR a toujours ce problème d'une techno c'est ça. Un peu nébuleuse, en fait, et qu'il faut essayer pour voir les bienfaits. Alors, le plus gros problème de la VR, au-delà des fantasmes peut-être inachevés, c'est la communication. C'est-à-dire que communiquer sur la VR, c'est extrêmement compliqué, que ça soit en format papier, en format vidéo, enfin n'importe quel format de communication classique où le marketing d'habitude est ultra offensif. La VR, c'est juste impossible. Tu peux pas montrer de la VR en vidéo, c'est dur de retranscrire la sensation de la VR. T'as vraiment un frein de communication et la com, rien qu'en termes de budget, quand tu développes un jeu, la com c'est 100% du budget en communication. Là, comment tu fais? Si même ça, t'as l'envie de faire un gros, et je dis n'importe quoi, un gros AAA avec vraiment un truc qui est très ambitieux en VR, comment tu vas investir la même somme en marketing? Comment tu fais pour le vendre? C'est hyper dur. Après, on sait que c'est une course, c'est presque un marathon, parce qu'avec le temps, les technos évoluent, sera petit. Donc, plus on va aller, plus on aura des casques qui seront confortables, qui seront moins encombrants, qui seront plus légers. Et ça permettra toujours de faire essayer plus facilement que quand tu arrives chez quelqu'un en disant « Attends, je dois brancher 25 câbles ». Bien sûr, et mais là, aussi, tu comptes même bouche à oreille. Non, mais c'est que la techno aussi arrivera. T'as d'abord là les true believers qui vont être là au début. Il est super bien ton terme, c'est vraiment ça, je pense. Ouais. Et puis avec le temps, alors je dis pas que ça arrivera à coup sûr, mais je pense qu'ils seront, le temps jouera pour eux quoi qu'il arrive. Donc il faudra juste qu'ils abandonnent pas la techno avant qu'on arrive au moment où ça sera vraiment la techno sera mûre. Et c'est vrai que la techno permet aussi un confort supplémentaire en termes d'expérience, parce qu'on là aussi on n'est pas tous égaux là-dessus. Et toi par exemple, je sais que la VR c'est quelque chose que tu peux même pas essayer parce que biologiquement en fait ça marche pas quoi. Alors, je suis pas de ceux qui ne voient pas la 3D. Parce que tu peux aussi ne pas voir la 3D avec la VR, tout ça. Non, c'est la 3D, pas la VR, je suis con. T'as ceux qui voient pas la 3D, mais c'est pas ça, je m'embrouille. Non, moi j'ai une cinétose hyper forte, c'est-à-dire que je mets un casque et j'ai la gerbe 2000, c'est-à-dire que c'est quasiment insupportable. J'ai pu faire Tetris Effect, qui est un coup de cœur, mais bon, j'enfonce une bouge pas des masses. Qui bouge pas des masses. Mais par exemple, un jeu de voiture, tout se passe bien jusqu'au premier virage où je suis obligé d'enlever, tu vois, vraiment d'un coup, parce que sinon je me sens mal, quoi, presque comme si j'avais un vertige très très fort. Je suis déçu, t'as pas parlé de la tentative de Nintendo de faire de la VR, mais en plus je me moque pas, c'est-à-dire que eux ils ont estimé que le plus gros blocage, c'était cette technologie, c'est-à-dire qu'il faut acheter un casque. Ils ont déliré avec c'était un casque de verre en carton. Ouais, c'est dans le cadre de Nintendo Labo où tu construisais des accessoires pour jouer à des jeux, machin. Les constructeurs, Samsung et tout, avaient développé ce genre de cardboard, je sais plus comment on appelait ça. Ouais, un support en carton où tu te tenais devant les yeux, en fait. Voilà, et tu mettais ton téléphone dans cet appendice en carton, et là tu mettais en l'occurrence ta Switch. Et là, en fait, moi, la cinétose, c'est qu'elle a jamais été aussi puissante, c'est-à-dire que je mettais ce casque de VR en carton et j'étais malade toute la journée pour 4 secondes. Néanmoins, ils ont quand même essayé, eux, de défoncer ce plafond de verre en disant, ça, je vais pouvoir le proposer à peu cher, mais bon, elle était pas ouf la techno, donc ouais, ça a puis été là c'est même pas une tentative, c'est planqué dans un truc qui est déjà tu sais pas. Avec des on sait pas, mais si vraiment ça avait explosé, si vraiment ça avait pu toucher le grand public comme la Wii avait pu démocratiser le motion gaming. C'est par là, tu vois, peut-être qu'ils auraient pu. Et la Virtual Boy, alors c'était peut-être un essai déjà à l'époque. Non, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux avec la VR et ça peut poser un problème au-delà de la communication, c'est que tous, c'est pas supportable quoi. Et ça, oui, mais justement l'évolution des technologies, faut pas se dire je supporte pas la VR, c'est fini ad vitam. C'est que déjà il faut aussi que le corps s'habitue, et en plus avec l'évolution de la technologie, tout ce qui est, il y a plein de choses qui sont faites pour justement te permettre de supporter à ceux qui ne le supportaient pas avant quoi. Oui, c'est vrai. Faudra que tu réessayes. Bien sûr, je vais essayer. J'ai beaucoup de frustration parce que c'est quand même c'est top, j'ai pu essayer 2-3 expériences comme The Kitchen de Resident Evil, la cage où en fait tu es face à un requin, tout ça sur les premières expériences qu'il y avait avec le premier PSVR. C'était super enthousiasmant, mais bon, j'ai ce frein là. Il y a quand même plusieurs barrières que la VR doit casser petit à petit. C'est pour ça que peut-être l'année prochaine il y aura une nouvelle avancée, mais peut-être pas la révolution dès 2023. En tout cas, merci pour ta chronique. Moi je suis à l'ouest sur la VR complet, je m'y intéresse pas parce que ça m'est impossible. Donc du coup, je vois ça un petit peu de loin. Au moins, on a fait le point sur tout ça. Ouais, écoute, on est au courant, puis faut essayer, faut voir. La semaine dernière, on vous a promis
un top 3, parce que c'est l'heure du top 3, de l'intérieur du top 3, on vous a promis un top 3 de tes mots, concon, ou un petit peu léger, parce que voilà, les derniers top 3 étaient voilà, dans l'intimité, l'introspection. Fallait aller creuser au fond de soi-même. Voilà, et donc on se dit on arrête maintenant les top 3 psychanalyse, on fait un top 3 concon, on a vraiment creusé, hein, on s'est creusé la tête, et on est tombé sur le top 3 des jeux Dragon Ball. Est-ce que finalement... Bah, tout est dit, voilà. Ouais. Ouais, c'est bien parce que la vocation des top 3, c'est d'avoir ce petite récréation entre deux sujets un peu plus sérieux. Bah là, top 3 DBZ, je pense que tout le monde a un avis dessus, donc, mais j'ai cru comprendre qu'on avait peut-être des gens en commun déjà, alors que justement, j'essaie de... Il y a beaucoup de jeux Dragon Ball, là pour le coup c'est un top 3 qui est assez large. Je te laisse commencer avec mon top 3. Alors, je voulais éviter d'avoir que des jeux de baston, parce que justement, Dragon Ball, c'est pas que ça non plus, même si ça se castagne quand même plus ou moins à un moment. Un jeu de cartes, tu vas nous sortir. Non, j'ai commencé par DB Fusion. Et du coup, je sais pas si t'en parles pas toi aussi. En gros, c'est un jeu sur 3DS, c'est ça? Oui. Et c'est un sorte de tactical, un petit peu RPG dans ses combats où l'emplacement des adversaires comptait énormément. Tu pouvais taper un mec et il pouvait faire des dégâts derrière. Moi, ce que je trouvais cool, c'est que il avait ce côté, on se prend pas au sérieux. C'était un monde chibi et chaque strat, enfin les niveaux, c'est en sorte de strat. Et c'était des petits mondes ouverts à échelle réduite. Et je trouvais ça super fun, en fait, à arpenter et tout. Alors, j'avais joué quelques heures, hein, j'ai pas passé ma vie dessus. Et t'avais surtout ce principe un peu débilos de faire des fusions à 5 persos. C'est trop bien. Et voilà, où t'avais le perso amalgame de toute ton équipe. Donc, j'aime bien ce côté, ça se prend pas au sérieux, c'est chibi, c'est rigolo, ça rappelle, voilà, ce Dragon Ball innocent qu'on aime bien aussi. Hein. Et cette possibilité de fusionner absolument tous les personnages, d'en faire des combos de dingue, hein, si vous voulez mélanger Trunk, Paul Kohan et Broly. Voilà. C'est possible. Belle brochette. Voilà. Non, franchement, très très bon top, hein, mais je ne te rejoins pas sur ce début de fusion. Tant mieux. Mon numéro 3, parce qu'il fallait bien commencer par là, parce que je voulais pas le mettre en top 1, mais comment éviter l'éléphant au milieu du couloir de porcelaine, tout ça, c'est Fighter Z. C'est-à-dire que je pense que c'est le meilleur jeu Dragon Ball de l'histoire du jeu vidéo. C'est si quand nous on était ados, on nous avait ne serait-ce que montré un trailer, on serait tombé dans les pommes. Ouais. C'est un jeu parmi. donc développé par Arc System Works et qui est plus beau que l'animé, qui est sublime. Un jeu qui tourne sur Unreal 4 pour montrer un petit peu voilà, la capacité d'un moteur à faire n'importe quoi au niveau des rendus. Voilà, que dire, sublime, jeu en tag team, donc 3 contre 3, enfin voilà. Bah, je l'ai mis en 2, pareil, je voulais pas le mettre en 1 voilà, parce que c'était l'évidence, c'est le meilleur jeu Dragon Ball, donc t'as tout dit. Il est numéro 2 chez moi. Il est numéro 2 chez toi. Je fais une petite mention, je triche pas, une petite mention sur Arc System Works, qui a fait un autre jeu à DBZ qui s'appelait Extreme Butoden, qui était sorti sur 3DS, et qui était méga beau parce qu'il y avait des gros sprites, et franchement j'en ai un bon souvenir, il était très sympa, et il était sorti en plus en Europe, alors qu'il y avait quand même beaucoup de jeux Dragon Ball qui sont jamais arrivés jusqu'à chez nous. Donc c'était ton top 2, donc je regarde la main. À toi. Alors, un autre jeu de baston, alors moi je suis dans la bagarre, parce que c'est Dragon Ball, mais un point commun avec Fighter Z, c'est-à-dire que tu peux... c'est un jeu de baston à 1 contre 1, où tu ne peux pas aller très très loin, il faut rester dans un seul écran, un petit peu à la Street Fighter, et c'est un jeu qui s'appelle Super Dragon Ball Z, un jeu PS2 qui est sorti en 2005. C'est un peu le jeu des puristes. Alors un peu le jeu des puristes en tout cas, qui est, je pense, un petit peu méconnu. Voilà, je vous l'ai dit, il y avait très peu de personnages, tu te battais voilà sans split screen, c'est-à-dire que les vieux jeux de l'époque, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure, mais souvent tu pouvais aller très loin avec ton Goku, hop, tu faisais un Kamehameha de loin. Là non, il fallait être très très serré comme un Street Fighter. Et à l'époque, il s'était fait connaître ce jeu avec des éléments de langage, de communication et marketing, parce que c'était un jeu qui avait été créé. Alors le studio c'est Craft Meister, et en fait il y avait des pontes de jeu Street Fighter 2, et je suis allé voir dans les crédits, j'ai essayé de chercher, et j'ai trouvé 2 pauvres gars qui travaillaient sur Street Fighter, un prod et un Special Thanks, tu vois. C'est Funamizu qui est dessus. Mais attends, moi vraiment je me souviens de l'époque, il était en prod, donc il était vraiment dans le projet, mais moi je me souviens de le jeu des créateurs de Street Fighter 2 qui se mettent à un jeu Dragon Ball. Je vais pas dire qu'on est loin de la vérité, mais on est quand même c'est bien enrobé quand même. Ouais, mais après Funamizu sur Street 2, c'est un peu le mec à la tête du truc, quoi. Donc ça reste, enfin, je trouve ça passe, quoi. Mais il était tout seul, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un jeu qui, à l'époque, avant DB Fighters, a été peut-être le jeu le plus technique, un peu Dragon Ball de baston. Oui. Il était pas facile. Franchement, il était pas facile. Ouais, et qui avait du coup une bonne cote auprès des fans, quoi. Et donc, on arrive directement à ton top 1. Alors là, top 1, c'est le cœur qui parle, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas mis Fighters 1 en premier. Parce que, comme vous tous, je pense beaucoup, si vous nous écoutez et que vous avez à peu près notre âge, on a tous séché des heures et des heures sur DBZ, la légende Saiyan sur Super NES. Alors, c'est l'épisode 2 pour moi.
c'est celui que j'ai eu, c'est le plus emblématique à mon sens, le meilleur aussi. Mais lui, je pense que voilà, j'ai passé des heures et des heures. Le premier était pas ouf à l'époque, le 3 je trouve était moins bien que le 2, donc pour moi le 2 ça reste le top. Et voilà, il y avait les cheat codes, il y avait les méga combos, j'ai oublié comment ils s'appelaient, les Final Smash, je sais plus. Les Meteor Smash, j'allais en parler. Meteor Smash. C'est très très important à l'époque. Bon, on peut en l'évoquer. Moi, j'ai un souvenir, c'est que chaque personnage avait un coup spécial qui était souvent au bas gauche droite, et en fait on savait pas comment il se déclenchait, toutes les personnes ne le déclenchaient pas de la même façon, et c'était le secret. J'ai découvert super tard. Ah ouais, c'était trop bien. Et puis ouais, enfin le jeu avait de la gueule, il était super beau, il y avait plein de persos. Alors c'était chelou parce que on avait Broly qui s'appelait Tara dans la version française. La VF était vraiment éclatée, hein, c'était un peu la norme à l'époque, mais il y avait un mode histoire aussi. Et enfin, ce jeu exceptionnel. Très très beau top 1, et je vais être pour mon top 1 aussi dans le top du cœur, hein, pas Fighter Z, même si j'estime que c'est le meilleur. Mais moi, je vais pas vous parler de cette trilogie, mais du quatrième, peut-être moins connu, qui s'appelle Hyperdimension, qui était sorti en 96, fin de vie de la Super NES. Lui, je l'ai rêvé, j'en ai rêvé, je l'ai jamais eu. Eh ben, bon, alors, lui, c'est mon jeu DB préféré, parce que je trouve que il a la plus belle DA, il a les meilleurs persos, donc un roster très serré. Là, on est sur 10 persos, 5 méchants et 5 gentils. Un peu le best-of, quoi. C'était le best-of. La première fois qu'on pouvait avoir Gohan adulte avec son costume de Goku. Je dis Goku, ça me fait marrer. Et donc mes voisins avaient la version japonaise, donc puriste 100%, et dans sa version Jap, il y avait le mode histoire qui avait été retiré de la version PAL, et il était sublime. Et comme les deux autres jeux de mon top, tu pouvais pas aller loin, c'est-à-dire que c'était des combats resserrés uniquement sur un seul écran où fallait se taper. Il y avait des Meteor Smash aussi de partout, celle en avait 2. Enfin, j'en ai vraiment un super souvenir de ce jeu. Mais alors, je serais curieux quand même de le voir tourner, mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, il reste beau. Il est sublime. Ouais. Franchement, il est vraiment très 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 beau. Il est un petit peu lent. Après, voilà, avec un peu de mauvaise foi, je pense qu'il est bien meilleur que DBZ2, qui aujourd'hui, je pense, injouable. Non, mais injouable. Tu parlais de lent, je pense qu'il y a une sorte d'inertie dans les mouvements et tout, enfin... Non, ouais, puis même, t'allais loin, tu faisais un caméra, il se passait rien. Après, comme on dit, c'est qu'aujourd'hui, Fighters, voilà, c'est la seule alternative possible. Exactement. Parce que c'est le meilleur jeu, donc il n'y a pas de débat. Mais bon, voilà, les souvenirs sont ce qu'ils sont. Est-ce que tu me permets une mention? Parce que voilà, moi... Si tu m'en permets une, oui. C'est vrai? Attends, tu auras une mention aussi? Ouais, vas-y. Allez. Voilà, j'ai en top 1 cité un jeu Super NES parce que j'y jouais chez mes voisins, mais moi... Mon jeu DBZ à moi, parce que j'avais la Mega Drive, c'était l'Appel du Destin sur Mega Drive, et c'est le jeu du seum absolu, parce qu'il était nul. En fait, il était pas mal, mais il était moins bien que sur Super NES, quoi. Ouais, oui, voilà. C'est que c'était un bon jeu Dragon Ball, franchement, pour l'époque, mais moi je me suis battu, j'ai défendu bec et ongle le fait qu'il était excellent, qu'il y avait des persos qu'il n'y avait pas dans Super NES. C'est comme Aladdin, quoi, il y a 2 teams, quoi. Oui, bon, après ça, c'est Aladdin, il y a une vérité qui est pas contestable, alors que là, et donc ce jeu, c'est le jeu du seum, quoi, vraiment, Guignou, tu vois, nous je disais, nous on a Guignou. Et t'avais des mecs du commando Guignou et son Meteor Smash, tu pouvais justement changer même l'apparence comme peut le faire le personnage, mais bon, c'est ma mention, mon jeu du seum, jeu que j'adore, mais qui était vraiment naze. Mais il y a une anecdote marrante, c'est que si vous voulez, si vous avez des amis qui n'osent pas avouer qu'ils étaient fans de ce jeu Mega Drive, il y a moyen pour les reconnaître. C'est qu'il y a le perso Rikum, donc du commando Guignou, il appelle Likum, parce que dans le jeu, je crois qu'il s'appelle Likum. C'est vrai. Donc si votre pote la donne en japonais en disant Likum, bah, c'est qu'il a eu ce jeu. Que le L et le R en japonais, est-ce que vous dites Rinoa ou Linoa? Est-ce que vous êtes un vrai? Et donc, t'as une petite mention aussi? Ma mention, alors c'est un jeu que j'ai toujours voulu jouer, que j'ai jamais réussi à trouver ou quoi, c'est le Dragon Ball Advance. Oui. Donc on joue Goku en mode petit, enfin les premiers tomes de Dragon Ball, qui a l'air, c'est un scrolling 2D qui est super beau, en mode presque un peu Metal Slug, Run and Gun, quoi. Et ce jeu, j'ai toujours voulu y jouer, il a l'air trop bien. Et du coup, voilà, mais si vous avez eu l'occasion d'y jouer, confirmez-moi ou pas. Puriste aussi, le vrai, c'est Dragon Ball, c'est l'armée du ruban rouge. Alors moi, je dis pas que c'est le vrai, Dragon Ball Z, c'est déjà le moment que je préfère. Excusez-moi, monsieur. Puriste de Dragon Ball, écoutez. Est-ce que c'était un top 3? Bah, je pense que c'est si bien Dragon Ball, finalement. Ah, dans l'absolu, Dragon Ball, bah écoute, c'est pas un top 3, c'est un vrai débat que tu veux lancer. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 des jeux Dragon Ball, hein. Je sais que vous avez sûrement votre Dragon Ball du cœur, votre mention. Est-ce que vous aussi, vous avez joué à l'Appel du Destin? Ouais, je pense que si vous avez entre 30 et 40 ans, on aura certainement le même. Hein. On aura sûrement des jeux en commun. On va changer d'univers, hein, complètement. Là, on va passer à un jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. Un jeu de voiture qui s'appelle Dakar Desert Rally. Je suis appelé Dakar, hein, pour éviter de dire dessert ou désert. Hein. Alors, voilà, toute la semaine...
La semaine, je t'en ai pas parlé. J'ai jeté un voile pudique C'est un secret honteux. sur mon expérience. Parce que, voilà, on parle souvent de jeux vidéo à la rédac, mais là, j'ai rien dit. Je me fais, ah, non, ça, je t'en parle pas. Mais bon, là, vous vous dites encore un jeu de voiture, t'es relou, vous voulez des jeux scénarisés. Mais bon, je suis sûr que vous êtes contents, hein. Vous avez tous regardé le GP Explorer, hein, donc vous avez tous fans de caisse. On va pas parler de Formule 4, on va parler de Dakar. Alors, pas la ville, hein, la course. Juste avant, le Paris-Dakar, hein, est-ce que pour toi aussi, c'est un peu un truc de gosse? Moi, j'associe ça à un souvenir quasiment d'enfance, c'est-à-dire que j'associe ça à Faut pas rêver, à Tintin, oui, à Batman. Parce qu'il y avait un petite pastille, je crois, juste avant, un peu genre tout le sport. Ouais. Et c'était le résumé de l'étape du jour, quoi. Pareil, j'ai cette même sensation que toi. Et ce truc de fou j'associe, alors là, si vous êtes pas vieux comme nous, vous savez pas de quoi on pas parle. du tout, ouais. Mais Batman, la série, Tintin, Faut pas rêver, des trucs un peu jamais compris, Faut pas rêver, c'est quoi le principe de l'émission? C'est trop bien, faut pas rêver. C'était quoi le principe? C'était du reportage. Voilà. Mais la ligne édito de Faut pas rêver. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Voilà. C'était des trucs qui font rêver. Et voilà. Et donc voilà, j'ai un peu ce souvenir sublimé. Et voilà, moi quand j'étais petit, je voulais faire le Paris-Dakar. Mais tu vois, des rêves, je voulais pas être astronaute. Je me suis dit non, un jour je ferai le Paris-Dakar. C'était big deal, hein, j'ai l'impression. Et c'était vraiment un gros truc. Et donc la semaine dernière, je vous ai dit, si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'émission, que j'avais envie un petit peu de décompresser après Artspace Shipbreaker. Je voulais un truc un peu tranquille, un truc pas prise de tête. Et quel échec, mes amis, le pire échec ever, hein, parce que Dark Desert Rally, donc le jeu Dakar, c'est un jeu mais ultra exigeant, ultra chaud. C'est un jeu de rally raid. Alors c'est pas un jeu de WRC, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de navigation qui est très très importante. C'est pas le premier jeu du genre, hein. Il y a eu en 2001 et 2003 deux jeux Paris-Dakar développés donc par Big Moon Entertainment. Il y a eu un troisième jeu, Dakar, en 2018, donc par le même studio, donc qui a changé de nom cette fois, qui s'appelle Saber Porto au Portugal. Mais cette fois, il se déroulait comme la version réelle en Amérique du Sud. Et là, cette fois, en 2022, on a un nouveau jeu qui se déroule en Arabie Saoudite. Donc ça fait quelques années que c'est le cas aussi pour le Dakar. Toujours développé par Saber Porto. Donc voilà, les 5 jeux développés par la même team, ils sont sur leur délire. Donc c'est un titre qui te laisse piloter en fait 5 types de véhicules, voiture, moto, camion, quad et buggy. J'ai un petit peu tout testé, mais là je vais être en 100% sincérité. Je vais vous parler moi que de la voiture parce que j'en ai tellement chié par des mots que j'ai pu faire que la voiture. Mais en vrai, il y a des quads dans la vraie compète. Il y a camion, voiture, moto, quad et buggy, j'ai pas l'impression. Ouais, parce que c'est vrai que le camion et tout, je vois, mais buggy, jamais vu. Mais bon, c'est vrai que je m'intéresse plus du tout, parce que c'est vrai que depuis que le Paris-Dakar ne va plus de Paris à Dakar. Ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. Petit point immersion, le titre est très convaincant. Hein. T'as les voitures, les réelles, les marques, les étapes officielles, mais tu as aussi la licence France Télévisions. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que mon délire faut pas rêver tout ça. Ben là, t'as le logo France Télévisions. J'attendais Gérard Holtz. Je m'attendais, où est le commentateur? Donc c'est pas le cas, mais tu vois, j'étais dans mon délire et c'est pas le cas. Gérard Holtz, je pense qu'on a perdu plein de gens. C'est vrai, là voilà, c'est chaud après le top DBZ de l'époque. Sylvain Augier, Gérard Holtz. Tous ceux qui ont moins de 25 ans ont rage quit. Donc là, il y a même pas Luc Alphand, qui est le commentateur récemment. Donc on pourrait croire, pour revenir un petit peu sur le jeu, un petit peu de sérieux, on pourrait croire qu'un jeu de désert c'est uniquement du sable, c'est vrai, mais il y a quand même une belle diversité dans le jeu Dakar. Là, c'est que t'as des oasis, des montagnes, des bouts de ville un petit peu, mais t'as aussi des fois dans des étapes des épaves de bateaux, d'avions où tu passes un petit peu au milieu. Mad Max quoi. C'est un petit peu Mad Max. Alors c'est très sympa, mais c'est pas réaliste du tout. T'as aussi, alors c'est plutôt sympa aussi, une météo très changeante avec de la pluie, des ouragans, de la neige. Au niveau réalisme, je sais pas non plus, mais c'est très sympa. Un cycle jour-nuit. Tout ça pour vous dire que voilà, si vous êtes un petit peu craintif c'est un jeu où il y a du sable, il fait chaud, c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'il y a Johnny Hallyday? Il faut sélectionner en tant que pilote. Oui, tu peux. Et si tu arrives 15 minutes avant la fin, tu arriveras 15 minutes en avance. Alors, franchement, c'est la pire chronique de... Donc, la particularité du titre, c'est qu'il y a 3 niveaux de jeu. Et ça, c'est important, on est sérieux. Il y a un mode sport. Alors ça, c'est un mode qui a été assez demandé pour ceux qui ont joué au jeu de 2018, parce que c'était un jeu très exigeant et qui était assez clivant, repoussant, il fallait vraiment s'y mettre. Là, t'as un mode sport, c'est-à-dire que tu as des étapes, tu choisis ton mode, bam, t'es en mode sport, c'est une course normale. Ouais, mode arcade un peu presque. Alors, pas trop, enfin... Peut-être pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là, donc c'est important, c'est que
t'as des concurrents au départ. Tu pars en groupe. Et donc, t'as des waypoints visibles. Les waypoints, c'est comme des checkpoints, ça, sans le fait qu'on te donne une direction. Et là, en fait, ils sont visibles, tu les vois en fluo, géant, avec même des balises au sol avant et après les waypoints pour te donner, en fait, la direction. Et, donc, tu pars au départ, ce qui est très con ce que je raconte. Donc t'as tes concurrents qui sont avec toi et qui ont des scores pas trop mauvais, c'est-à-dire que ils vont te rentrer dedans parce que l'IA est assez bourrine, mais ils sont jouables, tu peux les dépasser, tout se passe bien. Bon, ça, le fait qu'ils sont un petit peu bourrins, l'IA, c'est pas très réaliste, donc c'est un petit peu en mode arcade non plus aussi, mais c'est pas trop ça. La conduite, tu as parlé de mode arcade, c'est pas non plus ça. T'as une inertie qui est un petit peu pas dérangeante, mais surprenante. Mais t'es pas dans Sega Rally ou Ridge Racer, hein, c'est pas du tout ça. Et là, en fait, si tu cartonnes, tu vas avoir aussi toute une notion de réparation. Tu peux réparer sur place. Tu vas dépenser dans des Dakar Points, c'est la monnaie, mais tu vas surtout perdre du temps, ou alors tu peux carrément attendre d'aller au bivouac. Si par exemple t'es pas sur 3 roues, tu peux dire allez, je vais essayer de pas réparer. Ça, c'est le mode sport. T'as le mode pro aussi. Donc là, tu croises un petit peu moins d'adversaires. C'est-à-dire que le départ, il est en décalé. Tu vas vraiment partir quasiment tout seul et ainsi de suite en fonction de ton temps. Mais le plus gros changement, c'est que là, t'as pas les waypoints, les fameux checkpoints. Ils y sont pas. Ils sont invisibles. Le seul moyen de se repérer, c'est la lecture du roadbook. Et là, c'est vraiment un délire, hein. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment très précis. Il faut se servir de la boussole, faire attention à ton cap, regarder les balises kilométriques et vraiment apprendre à lire ce fameux roadbook. C'est le seul moyen pour toi de naviguer. Ce qui est plus réaliste du coup, quoi. Qui est carrément réaliste, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en moto et en quad, bah t'as pas ça. En fait, t'as que ça, pardon. C'est que t'as pas ton copilote en oui, voiture. Ce que j'allais dire, c'est vrai, putain, ça va être une galère. En voiture, t'as ton copilote qui va en fait t'indiquer aussi à la voix. Alors des fois, il est pas très précis, il te dit un petit peu des bêtises, mais il est quand même assez serviable. En moto et en quad, c'est pas le cas, et franchement, c'est assez rigolo. Dernier avantage de ce mode pro, c'est que tu as un repositionnement possible aux waypoints précédents. C'est-à-dire que si à un moment t'es paumé, tu sais plus où t'es, bah t'appuies sur le pavé, tu dis je me ramenez-moi aux waypoints précédents, et là en fait tu peux repartir si t'es paumé. Ouais, mais est-ce que c'est un monde ouvert, genre, enfin, est-ce qu'au moment où t'arrives, tu bloques face à un mur invisible? Est-ce que tu peux te paumer tant que ça en fait? Je vais tout expliquer, parce qu'il y a un troisième mode, qui est le mode simulation. Et là, je peux autant te dire que c'est la vraie vie. Hein. C'est-à-dire que là, déjà, le mode simulation en lui-même, il est débloquable qu'au niveau 25. On va rapidement y revenir, mais en fait, plus tu joues, plus tu gagnes des niveaux. Et en fait, pour jouer au mode simulation, c'est le niveau 25, et je vous assure, il faut jouer. Donc, ça m'a demandé un petit peu de temps. Il faut être préparé, quoi. Là, t'as la gestion du carburant, la température du moteur, t'as des dégâts vraiment vénères, c'est-à-dire que si tu prends un carton un petit peu appuyé, autant te dire que c'est terminé. Les adversaires, ils ont des temps assez chauds, donc il faut y aller un petit peu pour les tester. Un truc que j'ai pas pu vérifier, mais normalement, en mode très réaliste, quand tu pars le premier, tu dois ouvrir la voie. Et donc t'as pas de trace au sol. Et là, en fait, j'ai pas réussi à terminer premier en simulation. Donc, je sais pas si c'est le cas. Un autre truc en 2018, c'est que tu pouvais même te coincer dans le sable, sortir de la voiture, te galérer pour. Mais ça, j'ai pas pu le vérifier parce que là, je me suis pas coincé dans le sable. Donc, autant j'ai été naze, j'ai pas été premier, mais j'ai pas pu me coincer dans le sable. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Attention, Nico, c'est pour toi. C'est qu'il y a pas de sauvegarde entre chaque waypoint. C'est-à-dire que si tu te perds, si tu te plantes, tu dois recommencer. Sauf que les courses en mode simulation, les étapes, elles sont plutôt costauds. C'est entre 300 et 400 bornes. Donc minimum, une étape, c'est une demi-heure. Et donc, autant te dire, il y a 2 jours, je sais plus si t'as retenu, je t'ai dit ouais, j'ai joué à un autre jeu parce que j'ai rage quit. Et en fait, j'ai pris une confiance après 25 minutes un peu trop importante. J'ai cartonné. Et donc, j'ai fait start, stop, et donc, voilà, j'ai perdu 25 minutes de ma vie sur cette étape. Donc, tu joues aux jeux vidéo pour te détendre, toi, en ce moment. Donc, ouais, après Art Spacey Breaker, autant se dire que j'ai un peu galéré. Donc, pour le moment, les seules étapes qui sont disponibles dans ce mode simulation, c'est des étapes le début des étapes de 2020 et 2021, et les dernières étapes du Dakar 2021. Donc, ça fait 7 étapes en tout, uniquement dans ce mode simulation. En mode sport et mode pro, t'en as beaucoup plus. Donc c'est cool, parce qu'il y en a pas beaucoup. Du coup, j'ai pu en faire la moitié pour la chronique. Donc ça, rappelez-vous, j'ai souffert. Hein. Donc après, c'est pas cool, parce que le jeu, il est pas terminé. Il est carrément pas terminé. Mais c'est un plan, c'est genre en mode jeu service, ou c'est genre on n'a pas eu le temps? Non, c'est la galère. C'est-à-dire que là, truc de recool, c'est qu'il y a un DLC gratuit qui arrive avec 36 nouvelles étapes du Dakar 2020, 2021 et 2022 pour ce mode simulation. Donc on a 36 étapes qui vont arriver gratuitement prochainement. On est quand même devant un titre qui est peut-être
pas totalement terminé. C'est même à dire si le blocage du niveau 25 pour activer ce mode-là, s'il est pas un peu... pour faire charbonner les gens, on va temporiser. Je sais pas. Après, je vous dis clairement, hein, il faut être préparé pour ce mode simulation, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc voilà, 36 nouvelles étapes qui vont arriver. Alors quand je parle d'étapes, hein, je parle de course d'un point A à un point B. Hein. C'est très important, le temps, dans un Dakar, c'est pas arriver le premier au réel. Si t'as fait des réparations, par exemple, ou que t'as raté un waypoint, ben, tu peux arriver premier au réel, mais en fait, dans le classement, t'es pas du tout premier. Ça, c'est assez important. Tout à l'heure, tu parlais de monde ouvert, tout ça. On peut se demander si ce jeu Dakar, c'est un peu un Forza Horizon dans le désert. Alors, franchement, j'ai du mal à comprendre la comparaison. C'est vrai, au début du jeu, tu as une intro qui est façon Horizon, où tu vas enchaîner les 5 types de véhicules très dynamiques. Alors, Dakar, c'est clair, hein, ils s'en sont inspirés. Mais bon, une intro, hein, ça fait pas un jeu. Mais au global, les deux jeux, à mon sens, ont assez peu à voir. Dakar, c'est pas un jeu typé arcade, vraiment, comme Horizon peut l'être, et même Dakar en mode sport, franchement, c'est pas non plus pour le premier venu. Et surtout, c'est pas vraiment un monde ouvert, Dakar, contrairement à celui d'Horizon. Même si, alors c'est un petit peu le cas, je vais essayer de vous expliquer. Dans Dakar, t'as une carte qui est gigantesque. Le studio, en fait, ils ont reproduit l'Arabie Saoudite à l'échelle 1/5, ce qui nous donne une carte de 430 000 km². Franchement, c'est grand. Je sais pas comment dire ça autrement. Franchement, c'est balèze. Sauf qu'en course, le but, tu vas pas faire le fou à te perdre. C'est même le but du jeu, c'est le contraire. Le but, c'est ne pas se perdre. Mais si t'as envie, j'ai testé, tu t'arrêtes, tu braques, tu vas tout droit. Et là, c'est interminable. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé, moi, au bout. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un ravin? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que il y a la mer en Arabie Saoudite? Oui, je crois. Enfin, tu vois, je sais pas comment ils ont fait, mais t'as 430 000 km². Donc, oui, t'as un monde ouvert, mais non, tu ne l'exploites pas. Parce que, c'est pas le but, quoi. La confusion, je pense, avec Horizon se fait par l'intro, par le gain de niveau. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un gain de niveau. Horizon a démocratisé ça aussi dans un jeu de voiture. Tu vas gagner des niveaux. Et surtout par la représentation de la carte. Sauf que il y a une différence dans Horizon, c'est que tu navigues librement dans la carte. Ce qui est pas du tout le cas dans le jeu Dakar. Là, sur la carte, tu bouges un curseur. Ça ressemble vraiment à Horizon. C'est que vous avez une carte de l'Arabie Saoudite, et en fait, t'as les trucs qui pop façon Horizon, genre, vous avez débloqué ça, vous avez débloqué ça. Mais bon, tu balades ton curseur, t'appuies, tu fais ta course. Bon, bonne nouvelle, t'as un mode libre qui va arriver avec une mise à jour gratuite. Sachez qu'en 2023, il y a même les États-Unis qui vont être ouverts, un nouveau pays avec un nouveau type de véhicule, le jeu en kit. Okay. Mais bon, ce mode libre qui va arriver, moi je me demande si ça sera comme Horizon. Est-ce que tu pourras te rendre de façon libre à différents bivouacs pour commencer une étape? J'ai pas vraiment l'impression. Moi, je pense que ça sera un mode que tu vas activer, où tu auras ta voiture, aucun objectif, et tu vas te balader dans cette carte immense. Ouais, est-ce que ça a un intérêt du coup? Voilà. En première conclusion, je vous dirais que si vous voulez vous engager dans un jeu de voiture, mais sans trop vous prendre la tête, par exemple, sur les réglages techniques, qui sont vraiment très basiques, ça c'est plutôt plaisant. Donc si vous voulez vous engager, dans la compréhension du jeu, et dans le temps que vous allez y passer, je trouve que c'est plutôt une bonne option. Donc, ce que je t'ai dit, Nico, je suis pas sûr que ça te fait envie, toi, c'est clairement pas mon délire, mais je trouve ça cool qu'ils aient joué le jeu à fond en mode on respecte un peu vraiment le sport qu'on adapte, quoi. Donc ils auraient pu faire, comme tu dis, un Horizon en mode super arcade, mais qui aurait un peu dénaturé l'esprit du Dakar. Ouais. Là, ça a l'air d'être vraiment, on en chie comme en vrai, quoi. C'est vraiment pas facile. En double conclusion, alors j'aimerais vous parler d'un questionnement sur la liberté. La liberté dans un jeu de voiture, franchement, à quoi bon? Le terrain de jeu énorme, par exemple dans Fuel d'Asobo, on parle beaucoup d'Asobo en ce moment. Franchement, moi je me demande à quoi ça sert, tu vois. Et ce jeu Dakar, je trouve qu'il démontre bien que ça sert à rien du tout. Parce que le meilleur tracé pour aller d'un point A à un point B, il y en a qu'un. Quel que soit ce que tu fais, sauf si t'es en oiseau, quoi. En oiseau, genre t'es un véhicule oiseau. La liberté dans un jeu de course, franchement, ça sert à rien. La liberté, c'est une illusion qui fait rêver, franchement c'est clair, mais en fait qui aura pas d'utilité en jeu. Sauf si tu veux perdre du temps, ce qui est absolument l'inverse du jeu Dakar. Et en fait, Dakar Desert Rally, il a bien compris. Il va pas mettre en scène, en fait, si je puis dire, tu vois, cette illusion de liberté. On l'a vu, on peut pas naviguer dans la carte. C'est une possibilité qui va être ajoutée prochainement, mais pour le coup, je trouve vraiment que c'est une coquetterie. Vu la radicalité du jeu Dakar, son approche, je trouve qu'elle collait bien avec le geste de pas nous laisser naviguer dans la carte. On n'était pas là pour rigoler, pas de futilité, le Dakar c'est sérieux. Alors ça mange pas de pain, ce petit bonus d'explorer la carte librement, c'est cool que ça soit offert, en plus c'est cadeau, ça va être agréable de se balader. Mais comme pour Horizon, s'il y a un monde ouvert qui est inclus, je trouve qu'il doit avoir du sens, être vivant et pas être simplement un gimmick
comme le monde ouvert désolé pour vraiment les fans d'Horizon, mais le monde ouvert des Horizon, il est juste plaisant, mais il sert pas à grand chose dans le sens où t'as pas des trucs qui s'activent, t'as toujours ce temps de chargement où tu vas devoir activer une course. T'as certains éléments dans Horizon, on l'a évoqué quand on a testé le dernier, en live, tu vas pouvoir croiser des gens et de façon fluide continuer une course, mais c'est encore un petit peu artificiel, ce qui sera le cas là. Mais le mode libre, je pense, c'était juste pour répondre à la mode, comme tu dis, du moment, que les jeux, c'est monde ouvert, liberté et compagnie, que, enfin, même eux, je pense qu'ils y croient pas, parce que, comme tu dis, leur jeu va à l'encontre de ça, quoi. Et en triple conclusion, parce que oui, comme le jeu Dakar, il y a 3 niveaux de difficulté, donc il y a 3 conclusions, j'aimerais qu'on se pose la question du réalisme dans un jeu de voiture et même dans un jeu de sport. C'est quoi, finalement, être réaliste? Alors, j'en parlais rapidement dans le Red Alert 37. Reproduire le réel dans un jeu de sport, ça se traduit évidemment par le gameplay, mais ça traduit aussi par le temps de jeu. Et le temps de jeu, c'est une notion qui est fondamentale. Par exemple, il y a personne qui joue à FIFA avec un réglage de 90 minutes par match, comme un vrai match de foot. Et si c'était le cas, aussi réaliste soit le gameplay, le score, si tu joues 90 minutes à FIFA, ça serait 27 à 20 par exemple. Et donc, c'est pas un décalque de la réalité, parce que le jeu il est fait pour que le décalque de la réalité soit bon pour un match de 10 minutes, et qu'en 10 minutes, tu puisses faire par exemple un match nul 0-0, ou que tu fasses un 3-2 au mieux, on va dire. Et vous pouvez prendre cet exemple quasiment sur toutes les simulations de sport, le temps de jeu, c'est jamais du temps au réel. Et c'est aussi le cas dans le jeu Dakar, hein. Mais rarement, en fait, j'ai autant été stressé de faire une erreur, parce que dans le mode simulation, si tu te trompes, si tu perds du temps vraiment réel, le mien justement. Et en fait, c'est ça qui m'en rend. Tu vois, la notion de temps, le décalque, il est pas fait dans une simulation. Et là, dans Desert Rally, tu perds du temps toi-même. Une étape, elle va pas durer plusieurs heures, hein, comme dans un vrai décalque. Mais le mode simulation, il va te bousculer et mettre en péril ton temps à toi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus intéressant, justement, sur cette seule notion qui est pas décalquée sur une simulation et qui va m'impacter à moi sur mon expérience de jeu. Mais t'en parlais, il me semble, dans Gran Turismo 7 aussi, sur les courses d'endurance et tout. Et... Oui, tu vas jamais. Même si t'avais vraiment des courses qui étaient très 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 longues, surtout sur le premier, mais t'as pas ce décalque au réel, quoi. Après, c'est vrai que la simulation, c'est simuler la réalité, donc peut-être pas dans les proportions 1-1, mais... Si c'est une course qui est exigeante, tu peux tout perdre en 2 secondes, c'est pas déconnant de retranscrire ça. C'est pas déconnant. Après, t'as le côté roleplay, évidemment, qui rentre, mais c'est vrai que moi, typiquement, ça sera jamais un jeu auquel je jouerai pour ce genre de choses, quoi. Oui. Mais si on reprend l'exemple du match de foot, par exemple, si tu veux un titre, une simulation de football qui va simuler un match de 90 minutes, c'est pas le même jeu qu'un FIFA, aussi bonne soit la simulation. Alors, vous, NBA 2K, prenez n'importe quel jeu, parce que il faut, si en 90 minutes t'as une vraie simulation, il faut que tu fasses un score, justement, qui est réaliste, ce qui n'est pas du tout le cas pour ça. Donc voilà, j'en ai 2 semaines d'affilée, j'ai galéré tout ce que j'ai pu. Là, c'est cool parce que tu touches à des genres du coup et... Enfin, comme on dit, les jeux qui nécessitent un investissement te le rendent aussi d'une manière disproportionnée en satisfaction. Ah ouais, franchement, il y a vraiment eu... quand je joue au mode simulation, quand j'ai fini une étape, j'étais vraiment dans le bonheur. La couronne de fleurs et champagne, là. J'étais vraiment content et j'en ai gagné quelques-unes. Je les ai même pas toutes finies. Mais c'était même pas mon but, quoi. C'est-à-dire que le Dakar, si vous suivez ou même l'ensemble des sports automobiles, la plupart des concurrents n'espèrent pas gagner, ils espèrent finir, que ce soit en F1, WRC, tout ce que vous voulez. Il y a très peu, sur tous les participants, qui espèrent gagner. Là, c'était mon cas, c'est-à-dire que vraiment, j'étais pas dans le but de gagner. Moi, je me suis dit, vas-y, finis l'étape. J'étais déjà content, quoi. C'est comme le Tour de France en vélo, quoi. Oui, mais le Tour de France, moi, j'y connais rien en vélo. J'imagine que il y a un peu de ça, hein, mais c'est vrai que c'est cool, je trouve, d'être allé à fond dans le délire, et c'est un jeu au moins qui va se distinguer de la masse, et tu sais que face à Forza et Gran Turismo tu peux pas lutter parce que ils ont certainement pas le même budget. Et là t'as un truc, tu vois, le côté un peu jeu service avec les DLC qui arrivent et tout, est-ce que c'est une composante due au manque de temps? C'est très possible, mais est-ce que c'est pas aussi un côté pour c'est un jeu qui est pensé pour t'accompagner toute l'année, peut-être, et cette longueur et cette exigence, mais en fait c'est fait pour être expérimenté jour après jour, Voilà. En tout cas, il est sorti en catimini, j'ai pas l'impression qu'on en a trop entendu parler. Moi, je m'y suis intéressé pour tout vous dire parce qu'il y a justement le jeu WRC qui sortait en même temps et je voulais faire un délire sur le jeu Dakar officiel, le jeu WRC officiel, qu'est-ce qu'il en est de la simulation. Le jeu WRC en fait a été décalé. Il devait sortir là, il a été décalé. Donc je sais pas si je vous en parlerai. Mais voilà, si ça vous intéresse de vous galérer dans le sable, n'hésitez pas à jeter un œil sur ce jeu Dakar Desert Rally. Voilà pour ce Red Alert. On a fait une petite heure tranquillement, base de tranquillade.
Écoute, si je t'embête, si vous l'avez vu, vous savez qu'on est dispo en vidéo sur YouTube et Spotify, l'occasion voilà de vous en conseiller, de vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, partout. Apple Podcast, on est à 2 étoiles des 100 notes. Oui. Donc, allez, voilà. 2 rangs, mettez 5 étoiles, pas 2 étoiles. Oui, bien sûr. Mais pour atteindre les 100 notes, voilà. Ouais, donc bientôt, soyez le 99e et le 100e à nous noter sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien, franchement, ça fait trop plaisir, toujours plus fidèle, et ça c'est cool, l'occasion pour nous de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo, et j'espère que vous êtes restés avec nous, parce qu'on va vous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. Nico, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Ça valait le coup de rester là. Je ne sais pas encore. J'avais parlé d'un truc sur la critique et tout, mais je préfère le dire, je pense que ça n'arrivera pas parce que je ne trouvais pas ça pertinent, très intéressant, et ça faisait un peu trop nombriliste et tout, donc on va voir, hein. C'est vrai que là on rentre dans une période qui va être ultra chargée en sortie de jeu, donc je pense qu'on va trouver de quoi parler quand même. Est-ce que la semaine prochaine Gotham Knight ça sera jouable? Pas du tout. Je pense pas. On verra. En fonction de ce qu'on reçoit. Mais qu'est-ce que tu vas nous proposer, toi? Alors moi, ça sera sûrement Scorn. Qui sort pour vous aujourd'hui. Voilà, si le podcast est diffusé le vendredi ou le samedi, on ne sait pas. C'est dispo sur le Game Pass. Donc si vous voulez nous accompagner sur la chronique peut-être de la semaine prochaine, jouez à Scorn. J'espère qu'il est pas trop long. J'espère qu'il est pas trop dur. Laissez-moi tranquille un petit peu là sur. Je vais aller jouer à un jeu, un facile. Je vais jouer au Disney sur le Game Pass. Là, le jeu Disney. J'ai vu tourner ça chez moi et non, plus jamais. Voilà, écoutez, merci. On était un peu détendu aujourd'hui. C'était dissipé. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour tout et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.